Alors tout d'abord, Carole, bonsoir, Carole Coubert. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, donc venir débattre avec les entrepreneurs des Alpes-de-Haute-Provence et nos merveilleux experts. Et quelques mots sur vous. Donc vous êtes Je suis cadre l'ancienne présidente de la CFE-CGC, de la Confédération CFE-CGC, ancienne vice-présidente du CESE, le Conseil économique, social, environnemental. Donc c'est la 3e assemblée constitutionnelle après l'Assemblée nationale et le Sénat, et cadre dirigeante chez Engie. Merci. Donc c'était important pour nous, ça faisait longtemps qu'on se posait la question, d'avoir un représentant, une représentante des salariés donc, au sein du show, sur la soirée du show de l'IDE, pour nous permettre d'avoir une vision un petit peu globale. Donc l'objectif, c'est d'échanger un petit, de vous poser des questions et puis d'avoir des débats sur les réponses, donc avec les organisations syndicales salariées, avec l'expert du dialogue social du paritarisme et bien évidemment une vision économique. Alors première question qui nous tient à cœur, et aujourd'hui donc il y a une situation sociale compliquée puisqu'il y a des mouvements donc, qui sont en cours. L'inflation record, problématique du pouvoir d'achat. Carole, est-ce que vous pensez que l'augmentation des salaires c'est la solution aujourd'hui ? Alors, avant de vous répondre, j'aimerais bien revenir sur 3 points qui ont été évoqués depuis le début de la soirée, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Votre mentaliste, Julien Labigne, a parlé de vision. Ensuite, dans le film, pour fêter les 10 ans de votre UDE 04, vous avez parlé de partage, d'échange. Vous-même avez parlé de bienveillance. Et je pense que ce sont 3 choses qui s'adaptent parfaitement à la situation. Nous sortons d'un contexte de pandémie, donc de modération salariale. Nous avons enchaîné avec la guerre en Ukraine. Donc là où nous pensions retrouver de l'oxygène, aller de l'avant, on a mesuré au contraire les effets de la mondialisation, des effets partant de crise que nous n'avions pas imaginé à un moment où tout allait bien. Et donc pour répondre à votre question, oui, aujourd'hui pour moi, il est important de pouvoir parler d'augmentation salariale. Je ne suis pas en train de parler de chiffres, je ne suis pas en train de parler de valeurs, parce que ça, personnellement, ça vous appartient. C'est vous, en tant que chef d'entreprise, qui devez en discuter avec vos salariés, avec vos représentants du personnel. Personne à vous indiquer de nombre. En revanche, parler aujourd'hui d'augmentation salariale sans tabou, passer à l'action, c'est aussi le meilleur moyen de fidéliser les salariés. C'est le meilleur moyen de soutenir la consommation des ménages pour que notre pays évite de rentrer en récession, parce qu'on a quand même ce spectre-là qui plane. Et donc, pour moi, c'est fondamental. Ça peut être des augmentations de salaire, mais ça peut être aussi pour des petites entreprises parler de la mise en place de l'intéressement ou de la participation, ce qui permet dans des petites structures de payer une fois que les objectifs sont atteints. Je pense qu'il ne doit pas y avoir de tabou, simplement à un moment donné, il faut mettre les choses sur la table, il faut en discuter si possible en toute transparence, parce que ce qui n'est pas dit est senti, et quand il y a un loup, quand il y a un doute, il y a un contexte anxiogène qui se développe et qui est totalement préjudiciable à la productivité de vos entreprises. Merci Carole. Alors je sais que c'est toujours délicat de... Oui. Et alors je vais... Pour avoir Jean-Marc Daniel qui va commander tout ça. Oui, alors je vais dire 3 choses très simples. La première, c'est sur l'idée de la consommation source de croissance. Vous savez, à l'âge que j'ai maintenant, on est après mai 68 et tout ça, vous vous souvenez, le lecteur de l'Humanité que j'ai à ma droite s'en souvient certainement, le grand slogan du Parti communiste dans les années 70, c'était « Remplissez les caddies et vous viderez les ANPE ». Eh bien, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. On a augmenté les salaires en 81 et ça s'est terminé par le carnet de change, la rigueur et une baisse du pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, en plus, pouvoir d'achat, c'est un mot que j'aime pas trop. D'ailleurs, c'est pas un mot français. Pouvoir d'achat, c'est quelque chose qui a été introduit par les économistes il y a exactement un siècle. Après la conférence de Gênes, les économistes d'avant parlaient de niveau de vie. En français, le bon mot, c'est niveau de vie. Et je pense que c'est mieux. Niveau de vie, c'est parce que c'est effectivement une forme de bien-être, de confort, et pas uniquement de pouvoir aller dépenser, pas uniquement de remplir les caddies. Donc, l'histoire de la consommation source de croissance, ça ne marche pas. La deuxième chose que je voudrais mettre en avant, c'est que les salaires, normalement, se déterminent sur la base de l'efficacité du travail. Et donc, ou bien il y a plus de travail, ce que je disais tout à l'heure, ou bien le travail est plus efficace. Et donc, un travail efficace, ça s'appelle de la productivité.
c'est un des grands problèmes du moment, c'est-à-dire que la productivité n'est pas au rendez-vous. Il y a un groupe de travail qui avait été nommé à la demande du Premier ministre de Édouard Philippe, qui a été présidé par Philippe Martin, qui est un économiste connu et reconnu. Et donc ce groupe de travail, j'ai été auditionné d'ailleurs, à l'époque les locaux étaient chauffés, donc c'était assez agréable. Et le café était de bonne qualité, tout ça, 3 fois. Au bout de 6 mois, la conclusion est arrivée, l'évolution de la productivité en France et dans le monde est un mystère. Bon, c'est un peu comme si vous avez compris ce que j'ai dit, je sais que je me suis mal exprimé. Bon. À partir du moment où il n'y a pas de productivité, la vraie question que l'on doit se poser, et ça ressort sur le plan microéconomique pour les entreprises, c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mieux utiliser le progrès technique qui est en ce moment en train de se mettre en place au travers du numérique pour faire des gains de productivité. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que le cadre salarial actuel est totalement en conformité avec l'évolution du processus de production lié au numérique. Enfin, la dernière remarque que je ferai, c'est, je l'ai dit, on a un déficit de notre balance commerciale qui est colossal. Et donc, aujourd'hui, si on augmente les salaires sans productivité, eh bien, ce sera comme en 82-83. Il n'y aura pas de carnet de change parce qu'on est dans un système de change où il y a des gens à l'extérieur qui paient pour nous, mais ça les agace. Ça les agace. Je vais juste conclure, même si ça paraît anecdotique. La première ministre de Finlande, dont vous avez découvert l'existence cet été pour sa capacité à danser le rock'n'roll, est un personnage passionnant. Ce n'est pas uniquement une écervelée comme on essaie de nous faire croire. C'est une fille qui a un tempérament politique et une intelligence économique très forte. Je ne vais pas résumer ce qu'elle dit de ce que nous sommes, mais les mots paresseux, fainéants, incompétents reviennent assez souvent quand elle parle de la France. Donc, ce n'est pas grave en soi, si ce n'est qu'on partage la même banque centrale. Et donc, il y a quelque chose là qui peut se nouer de façon négative. Si vous permettez, Didier, je voudrais juste réagir. Je te passe la parole tout de suite. J'ai accepté de venir participer à ce débat parce que je savais qu'on ne serait pas d'accord avec Jean-Marc Daniel. Et c'est tout l'intérêt d'un débat. Si on vous met en face des représentants qui sont tous sur la même ligne, il n'y a pas de nouvelles idées qui émergent, il n'y a pas de nouveaux concepts. Donc, je vais préciser un point. Quand je parle de consommation, je pense qu'il serait intéressant qu'on sorte de la schizophrénie du prix le plus bas. On est tous consommateurs, il serait temps que nous devenions consomme-acteurs. Je ne suis pas en train de parler du Made in France, je suis juste en train de dire que de temps en temps, il faudrait regarder dans les produits, dans les marques que nous achetons, celles qui créent des emplois en France. Et de temps en temps, mettre quelques centimes d'euros, quelques euros de plus pour défendre ces entreprises, pour défendre les emplois. Et ça, je pense que ça vaut le coup. C'est un discours qui n'a pas été très populaire sous l'angle Made in France, mais quand on parle d'emploi, quand on parle d'entreprise, je pense que c'est le nerf de la guerre, c'est votre quotidien. Mais de temps en temps, revenir à des principes de bon sens, ça ne fait pas de mal. Bernard. Bien, sujet délicat parce que le mot productivité, qui est un mot qui appartient aux économistes, frappe de plein fouet toujours évidemment les débats dans les entreprises. Je ne me sens pas tout à fait en phase avec Jean-Marc Daniel quand il fait le lien entre productivité et statut juridique, relations de travail. D'abord, la productivité est une absolue nécessité, nous sommes d'accord. Ne soyons pas défaitistes, la productivité horaire en France, monsieur le professeur, est correcte. Bien. Donc, madame la première ministre rock'n'roll, il faut qu'elle regarde tous les chiffres. Bon. Oui, pourtant, elle a raison, mais enfin, bon, on reviendra. Okay. Maintenant, il y a une productivité globale nationale et c'est le fameux débat qu'on a un peu enterré là pour l'instant de la durée du travail, de la réduction du temps de travail. Quand la productivité monte, on peut redistribuer les résultats de ces gains. Le temps de travail en est un. Sous Napoléon Ier, on travaillait à peu près 50% du temps de la vie éveillée. On commençait à travailler très jeune, on n'avait pas de vacances, il n'y a pas de congés payés sous Napoléon Ier, on mourait jeune et on travaillait tout le temps, essentiellement dans les travaux agricoles. Sous Macron Ier, on travaille à peu près 12% du temps de la vie éveillée. Et donc, et pour autant, en tout cet espace de temps, de Napoléon Ier à Macron, à Emmanuel Macron, au président de la République, nous avons gagné en confort, en bien-être. Le niveau de vie et le pouvoir d'achat s'est considérablement amélioré.
Donc, réduire le temps de travail n'est pas en soi une stupidité, sauf quand nous n'avons pas les moyens de le financer, cette réduction du temps de travail. Lorsque on a dit la semaine de 40 heures, c'était en 1936. La semaine de 40 heures, elle ne s'est réalisée dans les faits qu'en 1982. Le temps moyen de travail, c'est 1982, passé à 40 heures. Quand on est passé aux 35 heures, ça a été une décision politique. On n'a pas eu de réalité. Nous sommes encore aujourd'hui en 2022 à travailler en moyenne à peu près 38h30, 39 heures dans le secteur privé. Bon. Il en va de même pour les retraites. Nous avons une sorte de point fixe, de fixation, de fixette mentale sur les dates, les chiffres, alors que c'est la réalité économique qui commande. Ce que je veux dire, c'est que dans cette question du progrès social, nous avons à pousser en avant des facteurs qui ne sont pas uniquement des facteurs calculés, mathématiques. Dans une entreprise aujourd'hui, on ne recrute pas uniquement des talents à un moment donné. On doit prendre en compte l'évolution de ces talents, c'est tout l'enjeu de la formation professionnelle. On doit prendre en compte la façon dont les nouveaux embauchés, les jeunes embauchés, voient l'entreprise. Et donc prendre en compte des réalités, des questions, des interrogations, des espoirs qui n'existaient pas encore. Un jeune de 25 ans dans l'entreprise n'est pas comparable à un jeune qui, il y a 25 ans, avait 25 ans. Donc c'est quelque chose d'important. Et la question du statut est une question qui émerge. Le statut du travailleur aujourd'hui, il est massivement le statut du salarié. Bien. Il y a évidemment à côté les agriculteurs, les professions libérales, les artisans, les chefs d'entreprise, mais l'essentiel du monde du travail, c'est un monde salarié. Et un monde salarié en CDI. Là, les juristes ont souvent un train de retard dans ce qui est en train d'évoluer, de se passer. Le CDI est considéré comme le contrat. Et puis les autres formes de contrats, notamment le CDD, sont considérées comme des contrats de travail atypiques. Certains syndicalistes disent précaires. Non, ça ne rime à rien, c'est une évolution. Et puis nous avons, après l'expérience des auto-entrepreneurs, des formes d'engagement et de relation avec l'entreprise qui est en train d'évoluer. Le contrat de travail est un lien de subordination. Nous sommes aujourd'hui en situation de réfléchir, et les juristes commencent à y réfléchir, mais les juristes viennent après les faits. C'est les faits qui gouvernent. Les juristes adaptent la norme aux faits nouveaux. Les juristes pensent aujourd'hui au concept de contrat de suborganisation. Et ça rejoint une observation antérieure. Je travaille dans une entreprise, je travaille chez une entreprise, ou je travaille pour une entreprise. La relation est toujours une relation où il y a un donneur d'ordre et un receveur d'ordre. D'ailleurs, regardez dans le vocabulaire français la difficulté que nous avons à nommer les personnages. En Allemagne, c'est simple. Nehmer, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, celui qui prend le travail, celui qui donne le travail. En français, on dit patron, ouvrier, c'est un peu passé. Employeur, salarié, mais l'employeur est souvent lui-même un salarié. Dirigeant, collaborateur. Voilà, attention, collaborateur, ça a mauvaise presse depuis des années difficiles. Donc on a du mal à nommer les personnes. Et cette question du statut du travailleur, en s'extrayant de la question du statut salarié, c'est une question importante. Merci Bernard, mais justement, tout ça, ça amène une évolution. Et comment, quid des relations employés-salariés, des contrats de travail aujourd'hui, ils doivent... alors, on a parlé tout à l'heure en conférence de presse donc, du CDI. Alors, vous expliquez que vous étiez favorable, Carole. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la suite par rapport à ce que vient d'expliquer Bernard Vivier sur la suite des relations? Je vais peut-être faire un retour sur la conférence de presse, parce que comme vous n'y avez pas assisté, c'est difficile de comprendre ce que l'on est en train de dire. On était dans un débat où Jean-Marc Daniel prône la fin du CDI au profit de contrats de mission, si je ne travestis pas ta parole, et où je répondais que je trouvais ça dangereux, puisque, encore une fois, nous ne sommes pas d'accord. Quand on regarde ce qui s'est passé avec l'arrivée des VTC ou de Uber dans la partie taxi, beaucoup de
taxis misaient sur la vente de leur licence pour que ce soit leur capital retraite. À l'époque, on parlait d'une licence de taxi à peu près aux alentours de 100 000 €. Uber est arrivé, du jour au lendemain, ces chauffeurs de taxi qui avaient fait toute leur carrière et qui allaient prendre leur retraite ont vu leur licence passer de 100 000 à 0. Donc, la crainte que j'ai à aller vers cette forme de souplesse, je comprends l'intérêt de la souplesse, simplement je tire la sonnette d'alarme sur la paupérisation et la précarisation qu'elle engendre. Et je maintiens le terme précarisation parce que derrière, quand on a un CDI, on peut se présenter devant son banquier et on peut parler d'emprunt. On peut parler d'acquisition d'un logement, on peut parler d'achat, des choses que l'on ne peut pas faire avec les autres formes de contrat de travail. Donc, je comprends le besoin de bon nombre de chefs d'entreprise d'aller vers davantage de facilité, davantage de souplesse, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on raisonne en reste à vivre décent pour les salariés ou les autres formes de travail, et en comment à ces nouvelles formes de statut, de contrat, comment on leur permet d'accéder normalement à un logement sans que ça devienne un parcours du combattant et qu'ils finissent pour certains dans une voiture ou sur un banc. Alors, je vais juste rebondir avant, mais ça justement, alors nous c'est une problématique, et dans la problématique du recrutement dans nos entreprises, c'est que on a plus l'impression d'avoir des gens qui veulent gérer en fait, s'auto-gérer, devenir des auto-entrepreneurs. Et notamment, c'est ce qui se passe avec le développement de l'intérim, le développement des auto-entrepreneurs, des micro-entreprises, et qui se mettent donc à devenir des salariés et avoir un contrat beaucoup plus commercial que salarié finalement. Et tout ça, alors, quid des relations sociales dans l'entreprise? Oui, il y a un chemin possible, la profession de l'intérim l'a bien montré. Aujourd'hui, quand vous êtes salarié d'une entreprise d'intérim, vous bénéficiez, grâce aux négociations dans la profession, de dispositifs qui vous permettent d'avoir de la formation, d'avoir même un dispositif de caution pour votre loyer. Donc la question du logement qui est importante, finalement, est moins difficile pour un intérimaire que pour un CDD. Et puis la question des chauffeurs de taxi que Carole vient bien de décrire, elle a été réglée. D'abord, premièrement, l'État a payé. M. Touvenou a bien géré la question. Vous savez, celui qui avait la phobie, qui ne pouvait pas payer ses impôts, il n'avait pas la capacité de le faire. Mais il a bien réglé la question. Oui, je suis d'accord avec toi, Bernard, sauf que le gouvernement n'a pas la capacité à mettre la main à la poche pour tous les secteurs. Si demain tous les secteurs sont ubérisés, ça reviendrait à dire que chacun de nous, chacune dans la salle, met la main à la poche et va payer. Ce qui veut dire que si ce n'est pas l'État qui va assurer cette évolution et cette régulation du marché du travail, ce doivent être les acteurs, à condition de ne pas les avoir asphyxiés avant. Oui, et encore une fois, excuse-moi Jean-Marc, vas-y. Il faut aussi regarder les choses dans la durée. C'est-à-dire qu'il y a des contrats qui paraissent comme ça, quand ils arrivent, séducteurs, attractifs, mais on voit que la jurisprudence est en train de requalifier tout un tas de contrats et de les requalifier en CDI, avec les charges à payer, avec un rétroactif. Donc attention aux jolis chants des sirènes qui, dans la durée, peuvent être contre-productifs. Oui, mais par exemple, l'intérim, on n'a pas le choix. Non, mais je ne parlais pas de l'intérim. Je parlais de tout ce qui est ubérisation de la société. Actuellement, il y a requalification d'un certain nombre de contrats qui étaient versus Uber en vrai contrat à durée indéterminée, avec pour des entreprises comme Deliveroo des rappels de charges qui sont extrêmement importants. Ce qui me frappe dans le débat, c'est d'abord le fait qu'on soit passé de « faut-il augmenter les salaires » à « y aura-t-il encore des salaires ?» Bon. Y aura-t-il encore des contrats? Oui, y aura-t-il encore des salaires? Bon, et donc, effectivement, c'est un vrai débat. Nous allons vers une société sans salariat. Il faut bien voir que le salariat, c'est une invention relativement récente et que, on parle des agriculteurs, au XVIIIe siècle, il y avait très peu de gens qui étaient salariés. Et il y avait des tâcherons, les gens étaient payés à la tâche. Alors, je crois qu'il y a 3 éléments là aussi qui jouent. Le premier élément, c'est qu'il y a une adhésion de la population à l'utilisation du numérique pour les sortir du cadre contraignant du salariat. On a parlé d'ubérisation, de l'indemnisation et tout ça. Effectivement, la justice un peu partout dans le monde est en train d'essayer de lutter contre l'ubérisation. Ça s'est passé notamment en Californie, où les tribunaux ont systématiquement obligé les entreprises, les plateformes, à considérer comme des salariés les gens qui avaient recours à ces entreprises. D'abord, il y a une jurisprudence de la Cour suprême de Sacramento qui a dit « c'est absurde parce que les gens qui vont sur les plateformes, s'ils ne sont pas contents de la plateforme, ils peuvent
aller voir une autre plateforme. Donc l'enjeu, ce n'est pas salarié ou pas salarié, c'est concurrence entre les plateformes. Et donc, l'enjeu des politiques publiques, c'est de générer de la concurrence entre plateformes. Mais surtout, devant cette jurisprudence, s'est mis en place une demande de référendum. Et aux dernières élections en Californie, vous savez qu'aux États-Unis, dans chaque État, au moment des élections présidentielles, on pose une centaine de questions à la population, on coche. Bon. C'était la question 68 sur les 84 questions qui étaient posées aux Californiens. Et c'est l'endroit où le score a été le plus net et le plus clair. Les Californiens se sont prononcés pour l'ubérisation et contre le statut de salarié aux utilisateurs de plateformes. Donc je crois que la population attend de la liberté que constitue l'ubérisation un moyen de réorganiser le fonctionnement du travail. La deuxième chose que je mettrai en avant, c'est le fait que, concrètement, le télétravail a montré la capacité des gens à s'organiser, à s'auto-organiser au moment de la pandémie et à répondre aux attentes des entreprises sur les bases de mission, sur la base de qu'est-ce qu'on attend de vous. On n'attend pas de vous de venir, parce que le salariat, ça consiste, le salariat, c'est tant de l'heure. On est payé à tant de l'heure, le SMIC horaire, le SMIC. Bon, le salariat, ça consiste à identifier la présence en un lieu à une production. Je pense que dans les nouveaux processus de production, ce qui est en jeu, ce n'est pas la présence en un lieu, c'est la réalité du travail effectué. Et la troisième remarque que je ferai, c'est que ça va changer la hiérarchie des relations. Dans le salariat, vous êtes dans une situation de soumission, d'autorité. Dans la relation contractuelle ubérisée, vous êtes donc contractuellement en rapport avec quelqu'un qui est normalement sur la base de l'égalité. Et donc l'enjeu, c'est la capacité du droit à générer, des juristes à générer le droit de ce nouveau type de relation. Mais quand l'URSSAF requalifie, ou quand en Espagne on fait des lois, j'appelle ça des ludites, c'est des gens qui cassent les machines au début du 19e siècle pour garder des emplois artisanaux. C'est fini. L'ubérisation est là et la population veut la liberté qu'apporte l'ubérisation. Oui, alors je vais être encore en contradiction, hein, mais vous allez commencer à avoir l'habitude. Je ne suis pas sûre que la population française soit aussi prête que celle de Californie, parce qu'il y a la Silicon Valley, et donc il y a une longue habitude de contrats, on va dire, atypiques par rapport au marché français, premier point. Deuxième point, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, dans la relation salarié-chef d'entreprise, il y ait une totale subordination. Quand on est en télétravail, la subordination, même s'il y a un lien de subordination, je veux dire, on commence à être dans le numérique que tu évoques. En revanche, dans ta version tout numérique de la société, il y a un problème, c'est qu'on a encore des zones blanches en France. Et que justement, la pandémie nous a permis de voir que dans certains lieux en dehors de Paris, tout n'était pas rose quand on était en télétravail. Et qui est le plan très haut débit que le gouvernement doit développer, même si les opérateurs ont commencé à installer plus rapidement la fibre, on a encore ce handicap-là. Donc là où je te rejoins, c'est qu'en revanche, ça change le management. Parce que si on retourne en télétravail compte tenu des montées des prix de l'énergie en fin d'année, en début d'année prochaine, c'est plus le même management. En revanche, je vous mets juste une alerte pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas fait de retour d'expérience du télétravail pendant la pandémie. Faites-le avant qu'une nouvelle vague de télétravail nous arrive. Prenez le temps de faire le point avec vos salariés, avec vos représentants du personnel sur ce qui a fonctionné en positif, mais aussi ce qui a dysfonctionné pour essayer de l'améliorer, parce qu'il y a quand même de grandes chances qu'on y retourne en fin d'année. Et donc, il faut tirer les enseignements de ce qui s'est passé pour éviter de reproduire. Parce qu'à ce moment-là, il y aura peut-être plus de grains de sable dans les rouages si ce retour d'expérience n'a pas été fait entre-temps. Un an, je passe. Et comment transformer le nouveau modèle social alors dans ce contexte, cette évolution, puisque... Alors, je vous ai dit, j'étais l'ancienne présidente de la Confédération CFE-CGC. J'ai présidé cette organisation entre 2013 et 2016. Donc, syndicat pour les cadres, 160 000 adhérents. C'est la première fois qu'il y avait une femme à la tête de l'organisation, la première fois qu'il y avait un dirigeant de 40 ans et un dirigeant qui venait d'une petite fédération qui pesait 1,5%. Donc, en gros, bousculade totale des codes. J'ai toujours défendu l'évolution du rôle et des missions des organisations syndicales. Je suis toujours partie du principe qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le même contexte que sortir de la guerre. Et donc, il s'agissait de remettre à plat le rôle, les missions confiées aux partenaires sociaux.
Pour moi, voir comme ça s'est passé il y a quelques mois, une concertation confiée par le gouvernement aux partenaires sociaux, mais avec une lettre de mission qui est tellement bridée, encadrée, qui amène de fait un échec à la négociation, ça n'est pas acceptable. On est dans certains organismes paritaires, on n'est même plus en tant que gestionnaire, on est là en tant que, certaines fois, caution de décisions qui sont prises par ailleurs. Ça, pour moi, ce n'est pas acceptable. C'est du temps perdu, autant pour vous, représentants du patronat, que pour nous, représentants des salariés. Ça n'est pas satisfaisant. En revanche, on voit que lorsqu'on est en gestion pure, je pense typiquement à la GIRC, la retraite complémentaire des cadres, on a la capacité ensemble de prendre des décisions qui sont parfois difficiles, d'augmentation du point, de thésaurisation, de placement. On a cette capacité-là. Donc aujourd'hui, je pense qu'il serait temps d'avoir une remise à plat, rôle, mission, organisation syndicale, qu'il est peut-être temps de se poser aussi la question du modèle de protection sociale et de la manière dont on le finance, mais au global, pas saucissonner, parce qu'on a toujours ce travers en France, c'est qu'on va prendre chacune des branches de la protection sociale à part, et en faisant ça, on ne règle jamais le problème. Et donc, il faut peut-être aussi se poser une question. En France, on a 10% de syndiqués. C'est quand même pas lourd. On était parti en négociation à ce sujet-là pour aboutir à la loi sur la représentativité en 2008. On voit très bien qu'on a réglé la partie financière, on voit très bien qu'on a clarifié l'élection, la représentativité au travers du critère électif. On voit qu'en revanche, on n'a pas réussi à augmenter le taux de syndicalisation. Il faut peut-être juste qu'on se pose la question de pourquoi en France, quelqu'un qui n'est pas syndiqué bénéficie des avancées de la négociation collective. Finalement, à quoi ça sert d'être syndiqué ? Ça veut dire que quand je me syndique, je prends une assurance en cas d'accident de parcours, que j'ai envie de m'engager, j'ai envie de faire bouger les lignes dans mon entreprise, mais au final, tout ce qui est négocié bénéficie à tout le monde. Je vous livre juste ça. Je ne suis plus en fonction, donc je n'ai absolument aucun intérêt. En revanche, réserver le bénéfice de la négociation collective aux seuls syndiqués, indépendamment des syndicats qui signent, c'est constitutionnel. Ça changerait le regard des salariés porté sur les syndicats, ça inciterait les salariés à se syndiquer, ça mettrait les organisations syndicales en responsabilité, et donc, de mon point de vue, ça aurait des vertus à tous les niveaux. Donc là, je vais rebondir de suite sur le rôle des organisations syndicales salariales et les organisations syndicales patronales. Quel va être leur rôle dans ce nouveau contexte? Et l'importance aussi, on voit dans les relations employeur-employé. Je vais paraphraser ce qu'a dit Carole. Donc, je vais être très très bref parce que ce qu'elle a décrit, c'est non seulement une analyse, mais une ligne de perspective. Vouloir réduire le nombre d'organisations syndicales en pensant que ça va augmenter le taux de syndicalisation, c'est un leurre. C'est pas parce qu'on réduit l'offre qu'on accroît la demande. Si j'ai un verre de mon service à verre qui est cassé, je m'en vais à Paris, rue de Paradis, je sais que j'ai plusieurs boutiques qui vont me retrouver exactement le verre ancien qui me manque. Bon, mais l'esprit des grands centres commerciaux, c'est ainsi. Quand on rénove aujourd'hui les cœurs de ville, c'est bien pour rendre ces cœurs de ville attractifs. Donc la question, c'est effectivement une question très simple du service rendu à l'adhérent. En Suède, vous ne bénéficiez d'une augmentation générale de salaire issue d'un accord avec les organisations syndicales, avec l'organisation syndicale, que 1, si vous avez adhéré au syndicat, 2, que si le syndicat a signé l'accord. Donc en France, c'est totalement impossible. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'en Suède, la cotisation syndicale est prélevée par l'employeur sur la feuille de salaire, parce qu'il doit savoir à qui il donnera l'augmentation ou pas. En France, si vous prélevez la cotisation syndicale sur la feuille de salaire de vos salariés, vous allez au tribunal correctionnel, ça s'appelle un délit d'entrave. Donc on a vraiment du parcours à faire. Mais ce parcours, il n'est pas forcément vaste. Nous avons besoin de bien aller dans cette vision d'ensemble et d'installer une relation entre l'organisation syndicale et l'adhérent. C'est ce que font les organisations professionnelles quand elles mettent à disposition, quand elles mutualisent des moyens. Une mutuelle et un syndicat, c'est le même esprit. On cotise et on reçoit parce qu'on a cotisé. Et ce sont de vrais services concrets. On ne fait pas la révolution, on organise l'évolution. Je peux peut-être vous livrer une anecdote, parce que c'est aussi l'intérêt de prendre quelqu'un qui n'est plus en fonction. Ça confère une liberté de parole, même si j'étais déjà très libre en fonction, mais là encore plus. Dans le programme que j'avais présenté pour accéder à la présidence de la CFE-CGC en 2013, je voulais créer un fonds d'investissement pour permettre aux salariés de reprendre des entreprises.
On connaît la pyramide des âges des chefs d'entreprise en France. On sait, même si là dans la salle ça ne se voit pas parce que j'ai regardé, vous êtes relativement jeune, mais la pyramide des âges est vieillissante et donc ça pose la question de la pérennité de bon nombre de petites entreprises. Et donc à l'époque, je voulais monter un fonds d'investissement permettant aux salariés de reprendre leurs entreprises. Donc je suis allée voir les banques, j'avais monté le système, j'avais rédigé les statuts et là j'étais rattrapée par la patrouille et on m'a dit « Eh oh cocotte, fonds d'investissement c'est une activité lucrative. » Ah, interdiction pour les syndicats. Ça ne marche pas. Donc, à un moment donné, si on veut faire évoluer les partenaires sociaux, il faut aussi leur donner une autonomie dans les activités qu'ils vont pouvoir mettre en place. Typiquement, les syndicats du Nord, Bernard vous en a parlé, ils sont capables d'avoir des fonds d'investissement au Québec. Ils ont un fonds de pension. Dans les pays Suède, Danemark, quand on veut prétendre à l'assurance chômage, si on n'est pas adhérent d'un syndicat, il faut qu'on ait adhéré individuellement à une caisse d'assurance chômage et les tarifs sont très différents. Donc aujourd'hui, je pense que cette notion de service, de valeur ajoutée, qui pourrait faire la différence et qui pourrait redonner de la légitimité aux partenaires sociaux. Bien entendu, pour moi, ça n'empêche pas qu'à un moment donné, il faut que le gouvernement aussi redonne ses lettres de noblesse au dialogue social et valorise les acteurs, que ce soit vous, représentants patronaux, ou les représentants salariés. Il ne faut pas qu'on arrive la dernière roue du carrosse quand il y a une concertation. Mais il faut bien nous laisser aussi le temps de la discussion pour faire mûrir les choses. Et typiquement, là, on va avoir des mois compliqués. Le dossier retraite, c'est le plus dur. C'est le plus dur pour arriver à décréter l'intérêt général. Chacun va raisonner sur ce que vous êtes en train de discuter, ça a quelles conséquences pour moi ? Vous êtes en train de me rajouter combien d'annuités de travail ? Vous êtes en train de me rajouter quelle augmentation de cotisation ? Et c'est toujours très difficile d'arriver à dégager une ligne et un intérêt général. Donc, on va avoir une zone de turbulence. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, il va falloir qu'on ait aussi des leaders syndicaux, patronaux, qui soient courageux. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'on est tous capables d'entendre les efforts que nous devons faire pour que notre pays s'en sorte. Et c'est pour ça que je reviens sur les salaires. Il faut aussi nous mettre en face des perspectives. Et dire, une fois que tu as fait cet effort-là, une fois qu'on est revenu à bonne fortune, il y a des choses qu'on va partager. On ne va pas partager que les difficultés, on va aussi partager les succès. Et ça, c'est important. C'est très intéressant les propos que vous tenez, Carole. Et puis, une dernière question. Je demandais à chacun d'entre vous de vous mettre dans la position d'un entrepreneur sur un territoire rural avec de grandes difficultés de recrutement. Et que feriez-vous aujourd'hui à notre place dans nos entreprises pour recruter? Aujourd'hui, on voit clairement sur des secteurs difficiles comme l'hôtellerie, la restauration, des chefs d'entreprise qui repensent leur organisation du travail, qui regardent comment aménager les horaires de leurs équipes et permettre à leurs salariés d'avoir un week-end tous les 3 ou 4 week-ends pour pouvoir avoir du temps et donc mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Et je pense que c'est vers des principes de bon sens qu'il faut que l'on se tourne. La pandémie a révélé un certain nombre d'aspirations. Avant, on allait dans des secteurs, on savait que ça allait être difficile, on savait qu'on travaillait de nuit, on savait qu'on n'avait pas de week-end. Et quand la Covid-19 est arrivée, tout d'un coup, tout le monde a eu des envies de week-end, de soirée. Oui, enfin, la France est quand même un pays de destination touristique. Donc si on commence à dire que tous les week-ends, on ferme tout et que le soir, il ne se passe plus rien, je ne suis pas sûre qu'on reste une destination touristique. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à travailler, à repenser nos modes de fonctionnement. Jean-Marc parlait de l'automatisation. Eh bien, bon nombre d'industriels ont regardé comment on pouvait faire un mix homme-machine, à la fois pour améliorer leur productivité, mais aussi pour diminuer les mètres carrés occupés au sol dans leurs usines. L'Oréal l'a fait, par exemple, et sur un site, en discutant avec les salariés, en discutant avec les représentants du personnel, ils ont réussi à réduire leur occupation au sol de 30%. Résultat des courses, ils ont fait venir un sous-traitant qui fabrique les tubes de leurs produits sur place. Donc ils ont raccourci les délais de livraison, ils ont réduit les risques d'approvisionnement. Donc ce sont des choses comme ça que l'on peut penser. Pour avoir interviewé Toyota qui s'est implanté dans le nord de la France et qui continue de se développer, justement, on leur avait dit, mais pourquoi la France ? Et bien, ils nous ont dit, mais c'est très simple, vous avez un très haut niveau d'études, vous avez une grosse productivité, parce que pour les investisseurs directs étrangers, le nombre d'heures travaillées en France n'est pas un problème. Ils savent qu'ils ont affaire à une main-d'œuvre qualifiée. Et donc Toyota, ce qu'ils nous ont dit, c'est nous, on a regardé comment faire la plus petite usine au sol.
C'est-à-dire comment penser notre process pour qu'il occupe le moins de place possible et que du coup le bâtiment nous coûte le moins cher possible. Si le bâtiment est petit, ça fait moins d'électricité, ça fait moins de gaz, voilà, ça fait moins d'euros à payer pour les mètres carrés occupés. Voilà comment ils ont raisonné. Et aujourd'hui, ils continuent de se développer. Donc je pense que c'est juste une question de changer notre prisme, de mettre peut-être un regard sous un angle différent. Et ça, vous avez toutes les cartes en main. Vous êtes les mieux placés pour le faire. Donc je ne suis pas inquiète. Là où il y a de la bonne volonté, on arrive à trouver des solutions. Je ne suis pas chef d'entreprise, je ne vais pas me mettre à votre place. Et encore une fois, on parlait, enfin, les gens qui viennent devant vous pour vous expliquer qui vous êtes, ça s'appelle des sociologues. Et en plus, comme vous êtes chef d'entreprise, en général, c'est pour vous insulter. Donc moi, je ne suis pas là pour ça. Je ne vais pas vous donner de conseils. Je ferai 2 remarques. La première, pour rebondir sur ce que vient de dire Carole, une autre anecdote, c'est quand Trump a décidé de rapatrier un certain nombre d'usines aux États-Unis, il a convoqué la directrice générale de General Motors, Mary Barra, et il lui a dit il faut réimplanter des usines aux États-Unis. Donc elle a décidé de fermer 2 usines au Mexique. Pourquoi ? Parce qu'au Mexique, elle s'est aperçue que les impôts étaient beaucoup plus élevés que prévu, puisqu'il y a les impôts d'État, et puis il y a les impôts prélevés par des bureaucraties parallèles, avec des collecteurs d'impôts un peu insistants. C'est-à-dire qu'une fois que General Motors a perdu 2 directeurs par balle, ils ont décidé que finalement, il valait mieux revenir aux États-Unis. Et donc, vous avez sur Internet une scène absolument extraordinaire, c'est Trump qui visite la nouvelle usine. Et donc, il est là avec Mary Barra, et au bout d'un moment, il dit à Mary Barra, mais vous avez donné congé aux ouvriers, ils ne sont pas là. Alors que moi, ce que je veux voir, c'est les ouvriers, les Américains et tout ça. Et il lui dit, mais aujourd'hui, dans une usine automobile aux États-Unis, il n'y a plus d'ouvriers. Il n'y a que des robots. Ah bon? Et alors, il lui demande, mais pourquoi vous êtes installé à Caroline du Sud? Il dit, mais parce qu'il n'y a pas d'impôt foncier. Et donc, je pense qu'un des enjeux aussi, c'est effectivement, les Japonais, c'est pareil, c'est que de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de salariés et de moins en moins d'impôts à payer. La deuxième remarque que je ferai, c'est que vous avez l'université de Strasbourg a annoncé qu'elle allait donner des congés, 1 semaine de plus en janvier et 1 semaine de plus en février. Et la ministre de l'université, Sylvie Retailleau, a dit non, mais on va vous subventionner pour que les étudiants viennent et tout ça, mais c'est une vision de l'université du 19e siècle. La personne qui parle devant des étudiants, maintenant, de toute façon, les étudiants ne viennent pas en cours. Quand ils viennent en cours, ils sont sur leur ordinateur à regarder Netflix. Et leur seul enjeu, c'est de négocier après les résultats aux examens. L'enjeu de l'enseignement supérieur, c'est de faire de la recherche. Le véritable enjeu d'un professeur d'université, ce n'est pas d'accueillir dans des locaux mal chauffés des étudiants, c'est de faire de la recherche. Et donc, je crois qu'un des vrais enjeux, pour répondre à votre question, c'est d'être en permanence en capacité de s'adapter et d'innover. Et un des objectifs de l'innovation, c'est aussi de ne pas avoir à chercher de personnes à recruter. Merci, Jean-Marc. Bernard? Oui, là aussi, même chose. C'est très difficile de dire comment il faut. Alors, tout d'abord, peut-être bien conseiller à un chef d'entreprise de ne pas jouer au sociologue, sinon il est dénoncé par Jean-Marc Daniel. Oui. Mais, c'est important. Bon. Mais, demandez quand même, suggérer à un chef d'entreprise de bien prendre en compte l'évolution des comportements, et notamment des jeunes générations. Le temps s'achève où l'entreprise dit « Venez chez moi, voilà ce que vous allez trouver chez moi, voilà ce que, plus exactement, vous allez pouvoir m'apporter. J'examine votre CV, en effet, vous correspondez bien, vous avez besoin d'un peu de formation, je vais vous la donner. » De plus en plus, les jeunes générations disent « Je veux bien entrer dans votre entreprise, mais qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Comment je vais pouvoir concilier ma vie personnelle, mes engagements extra-professionnels et ma vie professionnelle? Comment je vais avoir dans mon travail de l'autonomie? Est-ce que les managers vont eux-mêmes bien suivre cette évolution importante? Comment l'information va m'arriver? Si elle est cadrée, canalisée, c'est pas grave, je la trouverai ailleurs. Et je la trouverai sur des réseaux sociaux. Voilà. Autrement dit, comment l'entreprise va pouvoir s'adapter à des générations, à des comportements nouveaux au travail? Et deuxièmement,
comment l'entreprise va pouvoir, en lien avec d'autres, rendre des services aux salariés alors qu'elle n'en ait pas elle-même les moyens. Je prends un exemple, les transports, le logement, c'est difficile. Mais le logement, n'oublions pas que ce qu'on appelle aujourd'hui Action Logement est une création patronale. Alors aujourd'hui, ça y est, c'est bouffé par l'État. Pardonnez-moi, je suis un peu vulgaire. Mais ça y est, c'est en train d'être avalé par l'État. Bercy prend chaque année des centaines, enfin ou presque, enfin même 300 millions là récemment. Donc c'est pas mal. Mais le logement, qu'est-ce que c'est? C'est un service apporté aux salariés à l'initiative d'un groupement d'entreprises, à l'initiative du monde patronal. Pourquoi? Et un peu comme au début du XXe siècle, les employeurs ont installé des allocations familiales. Alors aujourd'hui, c'est hors de sujet. On peut étatiser les allocations familiales, ça n'a pas une grande importance. Mais à l'époque, c'était quoi? J'ai 2 ouvriers. Ils sont bons tous les 2. Il y en a un qui a 4 enfants, l'autre 0. Je donne à chacun le même salaire. Mais celui qui a 4 enfants, je vais, grâce à un système de mutualisation, de caisse de compensation, disait à l'époque, lui apporter un complément de rémunération. Pas pour lui, mais pour la famille, pour les enfants. Autrement dit, le monde patronal a su, et plus qu'on le croit, créer, investir des dispositifs qui apportent du mieux aux salariés sans peser pour autant sur chacune des entreprises. Mais ça pose la question en fait du sens et des valeurs que vous avez au sein de vos entreprises. Et de temps en temps, vous êtes tellement occupé, vous êtes tellement la tête dans le guidon que vous oubliez de partager la vision avec vos salariés ou avec vos collaborateurs. Et donc, moi, je pense que ça vaudrait le coup de faire un triptyque. C'est s'assurer que votre vision est partagée auprès de tous. Ça va pas de soi. Hein. C'est pas parce que vous côtoyez vos salariés tous les jours qu'ils savent exactement quelle est votre feuille de route, quel est votre objectif. Premier point. Deuxième point, quelle est la santé financière de votre entreprise? On a parfois une forme de tabou en France autour de l'aspect financier. Or, vos salariés sont capables d'entendre des choses, y compris sous le sceau de la confidentialité. Et partager les difficultés, ça permet aussi de trouver des solutions nouvelles, mais ça permet aussi d'avancer ensemble et d'être sûr que lorsqu'on a l'obstacle en face, on va arriver à le dépasser. Et puis, troisième point, faire l'adéquation entre les objectifs que vous fixez et les moyens humains et financiers que vous donnez. Et donc j'en reviens sur les retours d'expérience, pas que le télétravail dans la période pandémie, mais ponctuellement. Parce qu'on a l'impression de le faire, mais de temps en temps se poser, organiser une vraie réunion, qu'elle soit en télétravail, en virtuel ou en physique, ça permet d'avoir le ressenti, de prendre le pouls de ses équipes et ça évite bien souvent des problèmes qui pourraient arriver quelques semaines ou quelques mois après. Merci beaucoup pour ces échanges très instructifs et on se rend compte d'une chose, c'est qu'il faut innover, changer de regard. Je vous invite à reprendre vos sièges. Merci. On va les laisser là.